Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de Tableau Nord. Aujourd'hui, nous allons parler des Léopards, cette grande équipe qui nous a vraiment fait vivre des très beaux moments. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cette grande équipe. Déjà d'ici demain, ils seront face à la Guinée-Conakry. Nous allons parler des Léopards. Je ne serai pas seule sur ce plateau, comme d'habitude. Je suis avec une personne que vous connaissez, que vous aimez bien, avec le coach Médard Loussadissou, à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission de Tableau Nord. Bonjour et bonjour à vous, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de votre grande chaîne. Je suis content d'être là pour livrer les informations qu'il faille et les analyses à notre cher public. Alors, coach Médard Loussadissou, aujourd'hui c'est la toute première fois que cette émission puisse vraiment vous recevoir. Nous sommes honorés et nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir. Vous êtes déjà quelqu'un qui est très connu. Il y a aussi des gens qui savent que oui, il est coach, il est entraîneur, mais on ne vous connaît pas vraiment in deep. Alors les téléspectateurs qui vous regardent à l'instant, ils veulent vraiment savoir en profondeur qui est Médard Loussadissou. En quelques mots. Directeur technique national et actuellement et ancien entraîneur des clubs, de plusieurs clubs au pays, tout comme au Gabon et en Angola. Et j'ai fait 6 CAN, dont 5 avec les hommes et une médaille en 98 et une avec les dames, une CAN avec les dames, aussi avec une médaille. Toujours des médailles de bronze. Je suis chef des travaux à l'UPN en éducation physique. J'ai ancien secrétaire général du comité olympique, si je peux parler brièvement. Waouh, il a tellement de qualités, il a tellement de casquettes. Vraiment, nous sommes fiers de vous avoir dans ces beaux pays, la RDC. Gloire à Dieu. Alors, vu que vous venez de nous étaler qui vous êtes, alors nous aimerions aussi savoir comment est-ce que vous avez découvert votre talent pour le mettre en exergue et devenir aujourd'hui si grand coach que vous êtes. Mais d'abord, je ne voyais pas le sport, mais j'ai toujours joué au football et tous les temps. Mais compte tenu du fait que mon père était fut pasteur, et donc c'était incompatible d'aller jouer au football et puis à l'école. Donc du coup, j'ai mené cette vie, mais finalement ma passion a rattrapé parce qu'après les études secondaires, parce que j'étais arrivé à Kinshasa pour poursuivre la formation à l'université, j'ai raté partout et je suis tombé en éducation physique. Et voilà, donc comme ça, en 3e année graduat, et j'ai été sollicité par l'ancien ministre de Sport, paix à son âme, et Longa Malimanzungu, qui avait édité la loi sportive 011, donc a créé une école d'entraîneurs et multidisciplinaire, et donc celui qui m'avait demandé sur la formation d'entraîneur. Et donc mes premiers pas, je vais les faire en tant que stagiaire à Imana, et à l'époque, qui est devenu DSMP. Et puis alors, je fais une histoire avec Loussadissou Habib Sibana, et voilà, et Pessaye Mangenda, c'est cette histoire que l'ancien président, puis à son âme Mobutu, un match qui avait opposé DSMP avec club, et DSMP avait gagné 2-0, et lui au cours d'un meeting à Kinkole, il dit sur Apesio Mangenda. Et pour ça, mon boulouté, donc, et puis j'étais parti. Et c'est un peu l'histoire de comment je suis devenu entraîneur. Et donc, c'est quelque chose qui était au fond de moi, mais de manière latente. Et que le parent avait voulu étouffer, mais finalement, par la force des choses, et je suis devenu entraîneur. Et voilà, aujourd'hui, sans avoir été un grand joueur, et compte tenu de ce que je viens de dire, j'ai joué le football scolaire, le football universitaire, et par le fait de devenir entraîneur, disons,
licencié en éducation physique et j'ai suivi l'école d'entraîneur et je suis allé en Allemagne pour mon premier diplôme, donc la licence A et de Bundesliga, parce que j'ai une double licence A, une licence A en Allemagne, à Hennef, école d'entraîneur, et je refais ma licence A de la CAF. Donc, je suis détenteur d'une double licence A. Alors, nous aimerions savoir, parlez-nous aussi de votre soubresaut, fils d'un pasteur. Aujourd'hui, il est grand entraîneur. Est-ce que ça a été facile que papa puisse vous accorder, je ne sais pas s'il a envie, s'il n'est plus envie, on ne sait pas, là vous allez répondre tout de suite, qu'il puisse vous donner sa bénédiction? Parce que souvent, c'est que quand vous faites le sport, il y a beaucoup d'antivaleurs, il y a beaucoup de fétichisme. Alors, fils d'un pasteur, faire le sport, quels sont les moments les plus difficiles que vous avez eu à rencontrer dans votre cheminement dans la vie sportive? Bon, et c'est vrai qu'au départ, pour les parents, et un parent spirituel, parce qu'il était pas seulement un pasteur, mais c'est un grand modèle. Okay. Le pasteur Bassilois, il ne faut pas le citer. Et donc, et la vie... Est-il toujours en vie? Non, il est décédé depuis 1982. Ah, personnellement. Voilà, donc c'est clair, pas de pratique de fétiche. Et c'est pour ça que je ne peux pas être avec les amis quand je le veux. Et les horaires étaient très respectés. Et je vivais plus avec les blancs, donc les missionnaires suédois, parce que je suis protestant. C'était plus avec les missionnaires. Et puis, chaque fois, quand j'étais joué, si il a appris que j'étais joué, j'ai une sanction aussi à la maison. Mais il s'est fait que lorsque finalement je tombe avec le chef département d'éducation physique à l'époque de l'IPN, qui était basé au stade Tata Raphaël, et j'étais avec mon défunt grand frère, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il veut faire la kinésithérapie, et puis ça n'a pas marché, la kiné, sinon technique de labo. C'était ça, en fait, que j'adorais à l'époque. Et puis, il dit, mais qu'ils viennent faire l'éducation physique. Après, je dis, mais non, la gymnastique, non. Et puis, finalement, je suis là. Donc, c'est là que j'ai pris conscience qu'au fond, en moi, il y a... ma vie dépendait, sinon j'étais tourné vers la pratique du sport. Il était encore en vie. J'étais au graduat et donc je vais demander l'autorisation. Je dis, je voudrais devenir entraîneur et pour être un messager dans le secteur du sport, parce que c'est aussi une mission. Voilà, c'est aussi une mission et que d'être ceux qui apportent la lumière dans un milieu qui semble être voué au négatif. Et voilà, parce que c'est vrai que la difficulté dans le secteur du sport, c'est à l'honneur, la recherche de l'honneur. Et puis, donc la réputation, c'est très tentant. Satan est souvent derrière les gens qui cherchent à être vus, à être connus. Voilà. Mais ceux qui pratiquent les sports, si nous considérons que les enfants de 0 à 14 ans qui pratiquent le sport dans notre pays, après les études, il y a une décennie, c'est autour de 40%. Vous allez voir et comprendre et qu'on ne peut pas laisser pour compte ceux qui pratiquent le sport. Et que donc, tous les serviteurs de Dieu devaient focaliser l'attention sur ces enfants. Autant qu'ils vont à l'école, ils ont besoin donc d'être formés sur le plan intellectuel, ils ont aussi besoin d'être éduqués. Et avoir la bonne éducation, c'est celle qui bien entendu, se fonde sur les vertus. Et les vertus, je pense, à mon avis, c'est des vertus qui sont liées à tout ce qui est spirituel. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est que le papa avait accepté que je devienne entraîneur.
Et quand je deviens entraîneur, j'étais entraîneur gradué en éducation physique déjà. Et pour commencer à Imana. Et après, je suis rentré dans la sélection des équipes, les clubs comme Matongé. J'ai commencé par Itex Africa, donc qui était Itexco à l'époque, et puis Matongé, et puis Sodigraph, et avec toute la grande histoire de Sodigraph. Donc j'ai vécu tout, en fait. Moi, j'ai entraîné en division inférieure et en division supérieure, et être champion, et aussi en première division. Donc, j'ai vécu tout cela. J'ai vécu les époques des grands noms de pratiques et fétichistes dans notre pays. J'ai vécu toutes ces époques-là. J'ai vécu aussi avec des joueurs qui avaient dans leur sens cette culture qui ne croit pas s'il ne touche pas une amulette, si on ne promet pas que ça va aller, il n'est pas content. Et donc on doit faire avec cela. Nous apportons la prière, puis on va dire, oui, la prière, qu'est-ce que ça amène? Bon, j'étais au Gabon par exemple, oui, lui il amène la prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense avec la prière? Et voilà. Bon, mais c'est petit à petit, on fait comprendre aux joueurs, la nuance c'est laquelle? C'est que à travers les fétiches, on peut te promettre vous allez gagner 2-0. Comme demain, on va dire, on va gagner, qu'il pleuve. Déjà un challenge demain. Selon vous. Déjà un challenge. Ouais, donc, demain, on va gagner combien? Non, déjà un challenge. Ça, je ne peux pas jouer assez. Moi, je ne joue pas assez. Comment ça? Vous savez combien ils sont forts, non? Je suis un professionnel d'entraînement, un spécialiste d'entraînement. Je ne peux pas prédire. Ah non, ça c'est aléatoire. Je vais porter une analyse. Vous ne faites pas confiance à la grande équipe Léopard? Non, je vais faire une analyse scientifique, parce que donc je finis par dire qu'au fait, et puis je veux revenir sur les Léopards, c'est que oui, dans la prière, on dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais chez les féticheurs, on va dire demain c'est 2-0. Voilà la nuance. Et l'être humain aime la promesse. On aime vivre la promesse. Ah, on a dit on va gagner. Mais sur 10 fois qu'on a promis qu'on va gagner 2-0, c'est généralement 3-1, ce n'est pas 2-0. Et dans la spiritualité, quand on annonce 2, c'est 2. Logiquement. Mais cette question, on ne se la pose pas. Mais pourquoi ce n'est pas 2-0? Vous voyez? Et pourquoi c'est 2-1? Ah non, eux aussi, ils ont travaillé. Mais c'est la spiritualité. Mais entre-temps, pour nous qui prions, on dit que la volonté de Dieu soit faite. Parce que c'est lui qui, au fait, est souverain. Voilà. Mais Dieu ne donne qu'à celui qui travaille et qui respecte les règles. Et c'est ça le message qu'on donne aux joueurs. Ah oui, les anges ne viennent pas courir à votre place. Il faut être en condition physique. Les anges ne vont pas décider de les gestes, le choix du geste efficace pour marquer le but, comme ça se passe avec l'équipe nationale. Non, c'est le joueur qui décide. Je mets dans tel angle, le ballon est puissant, je veux opposer l'intérieur du pied. Ah non, le ballon est faible, je veux opposer les coups des pieds. Mais ça, il doit les avoir appris à l'école. Et c'est là qu'il y a la différence maintenant entre les enfants des pays qui sont développés, où le football est développé, qui ont créé des académies. Et donc, on apprend dès l'âge de 6 ans, entre 6 et 12 ans, les éveils et initiation. On apprend à l'enfant comment taper sur le ballon, comment lui donner la puissance, comment donner de l'effet au ballon. Et on commence à lui apprendre, à partir de 9 ans, 11 ans, 12 ans, comment se déplacer. Donc la psychomotricité. Parce qu'il faut apprendre cela. Et donc en ce moment-là, à partir de 15 ans, 13 ans, 15 ans, c'est le perfectionnement, la construction du futur joueur. Là, on apprend à l'enfant et aux jeunes joueurs, quand il n'a pas le ballon, où est-ce que je vais, pourquoi j'y vais, comment j'y vais et quand j'y vais. Ça devient un acte réfléchi.
aucun fétiche ne va lui apprendre. Et voilà. Donc maintenant pour demain, et s'il faut parler de demain, parce qu'on fait une analyse exhaustive des deux forces en présence. Et du point de vue du classement FIFA, la RDC est en avance. Du point de vue de l'effectif, l'ancienneté des joueurs dans l'équipe, et l'équipe et notre adversaire, la Guinée, a un effectif qui est resté un peu plus longtemps que le nôtre. Okay. Du point de vue de l'efficacité offensive et donc des attaques, alors c'est vrai que la Guinée a marqué des buts, plus que nous. Bon, là, on va y arriver. Voilà, donc c'est pour cela que je ne peux pas prédire un résultat. Okay. Je vais plutôt pousser un raisonnement et rationnel pour pouvoir, à la fin, dire... Donc ceux qui prédisent, ce sont des fanatiques, quoi. Eh bien, oui, justement, c'est... Vous n'êtes pas fanatique? Non, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis un professionnel. Effectivement, ça se comprend. Alors, revenons au léopard. Alors, dites-nous, comment trouvez-vous la prestation des léopards du point de vue tactique ainsi que technique? Les léopards jouent bien. Okay. Mais je pars d'abord... et par le fait qu'on a réussi à manœuvrer tous nos adversaires, quelles qu'en étaient les difficultés devant lesquelles nous nous étions trouvés. C'est une équipe, notre équipe peut jouer en attaque placée, c'est-à-dire multiplier les passes, attendre l'adversaire. En attaque rapide, c'est aller rechercher la profondeur, aller verticalement vers l'avant, parce que nous avons des joueurs qui savent courir, qui ont la dextérité technique. Et en attaque, en contre-attaque, c'est-à-dire quand nous récupérons le ballon dans notre camp, on peut directement se projeter vers l'avant en utilisant les attaquants qui sont. Alors, une équipe pétrie de talent sur le plan technique qui pêche l'efficacité devant le but. C'est le seul, la grande faiblesse de notre équipe sur le plan technique. C'est le choix du geste efficace pour marquer. C'est l'intérieur du pied, c'est le coup des pieds. Je place là ou je place pas. Et le choix du meilleur partenaire. Parce que des fois, on est buteur, on donne la passe. Et on n'est pas buteur, on cherche à marquer. C'est ces choix sur le plan tactique et qui ont posé problème. Ça peut se comprendre. Et, parce que nous sommes partis de l'incertitude de participer à la CAN. Et finalement, nous nous retrouvons à la CAN, après avoir bien entendu, bien travaillé, gagné des matchs. Alors, il faut se qualifier. Et pour se qualifier, il y a l'aspect mental qui vient jouer devant le buteur. C'est pour ça qu'on a besoin des coachs, on les appelle les coachs mentaux. Parce que le coach mental va aider le joueur, au fil des jours, à éliminer les interférences entre le conscient, je veux marquer, c'est la volonté du joueur, et le subconscient. Dans le subconscient, on amène la peur. Attention, si tu ne marques pas, et les gens vont critiquer. Voilà. Et donc maintenant, ça c'est le rôle du mental, du coach mental qui vient dire, attention, mais n'aie pas peur. Et il suffit que, tactiquement, que tu fasses le bon choix, et quand tu te retrouves, que tu te calmes. Voilà, donc c'est ces facteurs qui peuvent, on en parle avec les staffs, et de loin on communique tous les temps, c'est ce facteur-là qui va aider les joueurs à trouver les déclics pour finalement, demain, et puis on va voir, les joueurs commencent à marquer. Et voilà, alors, pour finir, l'aspect, parce que je parle de l'aspect mental, l'aspect défensif, on va dire la rigueur défensive. Parce que là, nous sommes mieux lotis, on sait revenir à temps au bloc, pour constituer le bloc, fermer les angles des passes de l'adversaire. Chacun surveille son adversaire. Et on le fait avec un bon timing. Et il y a une solidarité entre les joueurs. C'est vrai qu'on va ajouter un peu plus d'agressivité, parce qu'à un certain niveau et de jeu, à un moment de jeu, on a besoin d'un peu plus d'agressivité et de communication pour éviter des erreurs qu'on a connues, comme par exemple
le but du premier match, comme c'est passé, mais ça, c'est un manque de communication. Donc, ce sont ces aspects-là qu'on va travailler. Et le tout dernier élément qui va faire la différence pour demain, parce que on semble ne pas être trop loin, trop différentes les deux équipes. Okay. Du point de vue du système de jeu et du point de vue de l'animation du jeu, et nous avons une pointe les deux équipes. La Guinée a tenté de mettre 2 attaquants la fois dernière parce que, profitant de la sortie d'un joueur sur l'adversaire, mais on joue presque de la même manière, des joueurs capables de se projeter et des joueurs aussi qui défendent, et avec l'équipe guinéenne qui a un bon pourcentage, un meilleur pourcentage de buts, mais donc c'est 2 équipes qui sont pressées. Alors l'aspect mental risque de faire la différence. Une équipe guinéenne qui aujourd'hui, pour avoir gagné des matchs, s'est dit non, nous on va jouer le titre. Aujourd'hui, quand j'ai suivi l'entraîneur et à une des émissions, il a dit nous on rêve le titre. Alors le nôtre des Sabres, il est assez réservé, et voilà, et assez réservé, assez respectueux, mais il n'annonce pas qu'on a le droit aujourd'hui de croire, de commencer à rêver au fait. On doit se donner ce droit-là. Et c'est ça qui va faire que si demain les joueurs mettent la barre très haut de la motivation, parce que la motivation inconsciente en psychologie, elle est au-dessus de la motivation consciente. C'est-à-dire que il y a l'argent en face à gagner, mais ce qui fait que le joueur qui est blessé dit médecin, il faut que je rentre sur le terrain, c'est parce qu'il veut terminer ce match pour qu'on parle de lui, parce qu'il veut terminer ce match par rapport à sa famille qui attend. Il veut terminer ce match. Dernièrement, on a suivi tout le monde dire nous jouons aussi pour nos frères qui sont à l'Est, qui souffrent. Oui, ça a été dédié pour le frère de l'Est. Ça, voilà, ça, c'est plus fort que la prime. Ça, c'est plus fort que... Parce que ça rentre dans les subconscients. Les subconscients... C'est qui les a même motivés à gagner. Oui, donc ça nous fait faire des choses et que des fois, et physiquement, on s'étonne comment j'ai réussi à le faire. Donc, pour demain, et au haut niveau, et là, c'est les très hauts niveaux, parce qu'on cherche à aller jouer les titres, le mental peut faire la différence si, à valeur égale, et sur le plan, la qualité des joueurs, sur le plan de nos alors, qu'est-ce qui fait la force de la RDC pour cette CAN? Et d'abord son entraîneur. Okay. D'abord notre entraîneur, je vais dire notre entraîneur, parce qu'il est entraîneur de la direction technique nationale, et que nous chapeautons. Et c'est un homme qui est intelligent, qui connaît le métier d'entraîneur, parce qu'il a appris, mais qui est très à l'écoute et de tout ce qui se dit autour de lui, autour de son équipe, et qui est vertueux, donc il sait prendre les bonnes choses et le prendre en considération. Ça, c'est une grande qualité. Et partant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé les classes dans l'équipe. Ce qui ont fait défaut les années passées, où il y avait des grands, les anciens, et chez lui, Bakambu est au banc, et Bakambu peut jouer rentrant. Il peut commencer et puis le faire sortir. Pour ne citer que celui-là, donc l'un des cadres. Vous voyez, ça, ce n'est pas facile pour un entraîneur. Il sait prendre des décisions impopulaires des fois, qui peuvent faire mal. Mais il a réussi à faire approprier chez les joueurs sa philosophie. Donc les joueurs savent que chez les coachs, c'est la méritocratie. Tu es bon, il te classe. Tu es en réussite ce jour-là, il te met sur le terrain. Tu n'es pas en réussite, ben, il y a les autres qui vont venir. Ça, c'est très important pour un entraîneur. Donc il a une forte personnalité. Il a su, avec son sourire, imprimer sa touche de discipline dans le groupe, et parce que la discipline est liée vraiment dans le groupe. Cet ensemble-là, et maintenant je vais ajouter, parce que je parlais de ses qualités en tant qu'entraîneur, c'est savoir et poser le plan de jeu, adopter le plan de jeu qui concorde à l'adversaire. Le plan de jeu, c'est quoi? C'est qu'on a un système de jeu, on joue en un 4
et 3-3, comme on a l'habitude de jouer 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 en attaque. Mais en fonction de l'adversaire, il peut dire, on va jouer dans l'entrejeu, on va les aspirer, ils vont laisser 35 mètres derrière eux, j'ai des joueurs qui vont vite, nous mettrons des balles derrière le dos de la défense, elle va courir. Et tout comme il peut aller faire un pressing haut, directement, on accule l'adversaire qui a le ballon le plus près possible, parce qu'on a la capacité de le faire. Et donc notre équipe peut changer la manière de jouer, donc l'image du jeu, c'est ça le plan du jeu. Donc ça, c'est en cela aussi il fait la différence. Et puis mentalement, nous venons de le dire, il transcende le groupe. Il transcende le groupe pour finir par rapport à sa personnalité, parce qu'en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est manager, entraîneur, sélectionneur. Le manager, c'est celui qui a, il a le prérogative de mettre en place son organisation. Voilà, c'est sa philosophie du travail, c'est sa philosophie du jeu. Il ne reçoit pas des injonctions, et que si c'était simplement un entraîneur qui semble être limité. Mais il le reçoit, par exemple, de nous, en tant que directeur technique national, nous avons une relation horizontale. Et donc, on a, de manière étroite, on communique, on échange, et il prend ce qu'il pense prendre. Et parce qu'en soi, c'est lui qui est le dernier décideur. Le résultat est fait par l'entraîneur, comme on dit, mais le jeu est fait par les joueurs. Voilà. Alors, coach, dites-nous, depuis les débuts de la compétition, la RDC a enregistré 4 matchs successifs. Il ne fait que faire des nuls. On se pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui serait alors à la base de ce résultat? Je l'ai dit tantôt, un mauvais choix de geste technique. Okay. On a vu dernièrement, pour ne pas citer les joueurs, qui va, l'angle est ouvert, mais il est loin du ballon, il fait un enjambé pour tirer. Or, le principe de base veut que le pied d'appui soit à côté du ballon pour le maintenir au sol. Voilà, donc c'est déjà un mauvais choix. En ce moment-là, il ne frappe pas, il fait un crochet pour servir. Deuxième action, il n'est pas dans la position de buteur. Il y a des partenaires qui arrivent, qui sont lancés, mais ils cherchent. Voilà cela. Ça, c'est comme ça que nous avons manqué d'escorer quelquefois les matchs passés. Mais ce qu'il faut capitaliser, c'est dans chaque match, nous créons plus de 3 opportunités. Vous voyez? Et qu'on transforme en occasion de but. Donc, si une équipe réussit à créer le déséquilibre sur l'adversaire, c'est-à-dire mettre les ballons dans le dos de l'adversaire, c'est une très bonne chose. Et qu'on soit en face avec les gardiens de but, c'est une bonne chose. Un déclic va être trouvé. Et bien, c'est comme ça. En répétant des phases des jeux, de bonnes phases des jeux, un déclic va être trouvé. Un but de plus va être marqué. Parce qu'au fait, pour faire un résultat au football, c'est ce qu'on recommande aux joueurs, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Souvent, le public veut qu'on marque beaucoup de buts. Vous voyez, ce n'est pas un exercice facile. C'est marquer d'abord un but de plus que l'adversaire. Donc, savoir empêcher d'encaisser, nous le faisons bien, et savoir marquer les buts de plus. Et c'est là que nous pêchons encore. Je dis que le déclic pourra être trouvé, parce que ça reste une œuvre humaine. On peut, les Sadio Mané étaient sur le terrain. On a vu que même lui, en son rang, n'est pas être capable de conclure une action que tout le monde avait cru être nette, parce qu'il reste un être humain. Donc, pour demain, et jusque la suite, parce que moi, je suis en train de croire, je l'avais dit avant le quart, je suis en train de croire que les dés est jouable. Oui, je suis en train de croire que les dés est jouable pour qu'on aille, et puis jusqu'à ce qu'on va se fondre. Donc les buts vont rentrer, et les joueurs prennent conscience, ils font des séances spécifiques devant le but, et déjà hier, ils ont fait des séances, donc ils y travaillent, et ils sont conscients aussi. C'est des buteurs quand même de leurs équipes.
madame, ces joueurs, ces attaquants n'ont pas été pris au hasard. Ils ont été pris sur la base d'une évaluation de leur potentiel. C'est des buteurs. Voilà pourquoi je crois que lorsque l'aspect mental va cesser de peser sur eux, parce que maintenant, ils se disent, écoutez, on a déjà été qualifiés. Notre bonus, premier bonus, c'est le quart. Maintenant, nous sommes là, bonus, demi-finale. Et puis, on va continuer comme ça. Donc, mentalement, sûrement, si nos joueurs sont posés demain, et bien entendu, je l'ai dit, que tout est destiné aussi. Alors, donc si Dieu le veut, parce que c'est lui qui a le dernier mot, lui, il décidera de là où nous nous arrêterons. Vous comprenez, c'est le fils d'un pasteur, il aime toujours mettre Dieu au premier rang. Alors, qu'est-ce qui manque à notre attaque? Ce qui manque à notre attaque, c'est ce que je viens de dire. Ils sont déjà solidaires, en fait, parce que ils exploitent leur qualité, leur potentiel, parce qu'ils aiment courir. Okay. Donc, ils font des appels vers l'avant, ça c'est une bonne chose. Alors, oui, quelquefois c'est dans le choix, la relation entre le milieu de terrain et l'attaque. Et ça c'est aussi important, parce que quelquefois le milieu de terrain donne la passe au pied de l'attaquant, au lieu d'aider l'attaquant à mettre la balle derrière le défenseur. Parce que s'il met la balle derrière le défenseur, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle au football le déséquilibre. Donc si on met, je vais éliminer un latéral, on met la balle derrière le latéral. Ça devient un déséquilibre. Je vais faciliter l'attaque de mon ailier à courir avant le défenseur. Si le défenseur tacle, il est affaibli parce que c'est tacle, il y a un carton. Donc en ce moment-là, le défenseur est obligé de continuer à courir et l'attaquant est en avant. Donc ça, c'est très positif chez nous. Et c'est un groupe d'amis. C'est une famille même. Je crois que c'est déjà maintenant une famille. Ils se portent. Ça, c'est un atout. Et ils sont conscients que le public ne fait pas des critiques, mais on leur fait des observations. Et quand les gens considèrent que ces comédies, c'est des observations, on le prend à cœur. Et bien, en ce moment-là, l'amélioration va arriver. Et puis alors, ils ont cet entraîneur qui est prêt à tout donner pour les aider à Alors revenons au match RDC-Égypte qui est allé jusqu'au bout du suspense avec le verset qui nous accompagnait, Exode 14-13. Les Égyptiens que vous voyez, je pense qu'à la maison, on va faire la suite. Alors, selon moi, les Léopards avaient tout le moyen, tous les potentiels de battre le match bien avant. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait si tôt? C'est le manque de réussite. C'est ce qu'on vient de dire, pour ne pas y revenir. C'est tous ces éléments que nous venons de citer qui partent de l'analyse que nous avions fait de notre équipe, des forces et de faiblesses de notre équipe, qui nous ont fait et qui nous font dire aujourd'hui que nous devons améliorer chez les joueurs le choix et du geste pour marquer et le choix du partenaire et qu'on améliore la qualité de la dernière passe. Ça peut être du milieu de terrain, ça peut être du dernier passeur qui est l'attaquant pour servir l'autre attaquant. Et en ce moment-là, et si on est mentalement posé, ça va aller. L'Égypte, c'est une pression supplémentaire. C'est une équipe au top sur le classement FIFA. C'est une équipe qui a de roublards, des joueurs qui connaissent la compétition. Quand même ils jouent dans leur championnat, mais c'est un des championnats les plus développés, les mieux organisés en Afrique. Ils n'ont pas besoin d'aller en Europe et dans d'autres pays. Donc c'est des joueurs qui sont au fait des professionnels réellement. Une équipe qui savait, qui est disciplinée tactiquement, qui peut dire nous les attendons. Et voilà, donc c'est une équipe pas facile à manœuvrer. Et ce match-là, c'est un de grands matchs, parce que c'est un match des entraîneurs. Et c'est un match qui a fait grandir. 2 jours. Hein. Oui, et c'est un match qui a fait grandir nos joueurs. Et ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que qu'on capitalise tous les passés. Et le déclic va être trouvé. C'est ce qui me fait croire en l'avenir
Et bien entendu, cela dépendra du ciel. Bah, vous savez bien que la RDC a éliminé l'Égypte après une longue séance des tirs au but. Alors là, je suis curieuse d'avoir cette réponse. J'aimerais bien avoir vos pressentiments ce jour-là, ces dimanches-là, parce que tous on sait bien que l'Égypte est vraiment trop habile à cet exercice des tirs au but. Mais quand on nous a demandé d'aller au tir au but, quels étaient vos pressentiments, sachant que les pharaons quand même sont plus habiles que nous, les léopards? Je disais cela sur le plateau avant le match, et parce qu'on a posé la question, mais si nous allons au tir au but, j'ai dit, mais tout entraîneur averti à ce niveau de la compétition doit avoir travaillé les spécialistes de tir au but. Voilà, donc ça c'est sûr. L'entraîneur avait fait ce travail, et jusqu'à ce que le gardien de but, c'est la prise... la décision qu'a pris le gardien de but, c'est pas une prise de risque, c'est parce qu'il était conscient qu'il a fait cette séance. Et donc, on doit saluer aussi la réussite de nos joueurs pour une fois, voilà, qui sont pas buteurs, mais qui ont réussi à cadrer et l'Égypte, pourtant, à un moment, commençait à nous respecter et voulait aller au tir au but, et sachant qu'ils ont un gardien de but. Et voilà, qui était... mais aujourd'hui, qui a beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, il y a l'analyse vidéo. Voilà, donc avec l'analyse vidéo, les entraîneurs prennent tous les matchs. Aucun adversaire est méconnu de l'autre. Comme demain, les Guinéens ont nos vidéos. Et nous avons les leurs. On fait des séances vidéo avec les joueurs. On décortique les jeux individuels des ténors, et les jeux individuels de la ligne, de chaque ligne, la défense, comment elle joue, le milieu, l'attaque, et chaque joueur au poste, et puis quelles sont les intentions de l'entraîneur. Donc, moi, je ne regarde pas avec un œil de fanatique, je regarde le positionnement, est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il s'est bien pris, quelle est l'attitude de gardien de but. Je peux prévoir qu'il va rater, là c'est mal pris, là l'angle n'est pas bien, moi je fais l'exercice dans la tête, mais ça fait mal évidemment de Nous suivre. sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais demain déjà les léopards seront face à la Guinée-Conakry. Un petit mot d'encouragement à nos léopards quand même. Je réédite ce que je fais chaque jour, et ils sont au front et pour défendre notre nation. Et le drapeau congolais doit rayonner en tant que grand pays de notre continent. Et dans le contexte actuel de renouveau et sur tous les aspects, ils ont vraiment intérêt à se donner à fond et qu'ils continuent à jouer aussi pour nos parents, nos frères et sœurs qui sont en souffrance, parce que c'est là aussi un motif de bénédiction de la part de Dieu. C'est la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous ne terminons pas cette émission de cette manière. On l'a toujours fait avec les invités que nous invitons pour la toute première fois dans cette émission. Est-ce que vous êtes prêts à cette rubrique? La dernière rubrique, vous êtes prêts? Ben, je suis là. Alors, écoutez-moi attentivement. Voici la question. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? En tant qu'entraîneur? Non, dans l'avenir, n'importe quelle erreur que vous avez eu à faire dans les passés. Rappelez-vous, c'est une chose que cette émission vous offre. Restez confiant et restez confiant dans toutes circonstances. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté à cette invitation. Ça a été vraiment un honneur de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission. Et merci aussi. Je pense que j'ai pu satisfaire à vos attentes, surtout aux attentes de votre grand public. Et je salue les responsables de cette grande chaîne que j'approuve et que j'aime suivre. Et à vous, courage et bonne continuation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à tous les téléspectateurs, à vous qui m'appelez jour et nuit pour nous encourager, pour nous donner des remarques ainsi que des suggestions. Nous sommes de cœur avec vous. Je dis un très grand merci à la grande équipe des Tables en Or. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao!